Fidèles d'Afcap Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce politique, le débat qui ce soir va nous parler d'être un homme politique au Mali et aujourd'hui avec monsieur Cheikhne Camara, président du parti la NCA, la Nation Commune Avance. Monsieur Camara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de venir débattre dans ces beaux studios. C'est ma première visite ici depuis que vous êtes là. Je constate vraiment que les choses progressent. Et honnêtement, c'est toujours un plaisir de partager avec nos compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nos visions, nos idées, n'est-ce pas, nos réflexions sur les questions alors qu'ils sont en lien avec notre quotidien. Et du coup, ça fait vraiment longtemps que vous ne veniez pas sur Africa Télévision. Absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Notre second invité, mesdames, messieurs, est monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, merci bien. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir. Merci. C'est toujours avec plaisir. Et si vous me permettez, je profite quand même de l'occasion pour présenter mes condoléances à une petite sœur qui est décédée aujourd'hui. Ouais. Et on s'est dit, la fois dernière, on voulait faire l'émission, il y a eu un décès qui l'a empêché. Et aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir, mais bon, on s'est dit quand même qu'il ne faudrait pas que la mort nous impose aussi sa dictature. Donc c'est Aïcha Cissé, elle était militante de l'ADEMA, conseiller municipal. Et puis, depuis l'AEM, elle était dans mon comité AEM. C'est une petite sœur et puis une supportrice infatigable des Aigles du Mali. Donc, elle repose en paix. Amina. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame, monsieur, notre troisième invité est le docteur Mahamadou Amin Konaté, universitaire, président du mouvement Reconstruire Bara Ni Yiriwa. Docteur Konaté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Et merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment. Mesdames, messieurs, alors que pour certains, ce sont eux, les hommes politiques, seuls responsables de tous nos malheurs d'aujourd'hui, pour d'autres, ils ne sont pas les seuls et demeurent donc par conséquent indispensables à toute œuvre de construction nationale. Dans ces débats, mesdames, messieurs, nous chercherons à savoir exactement qu'est-ce qu'un homme politique, qu'entendons-nous, et nous, citoyens maliens, de nos hommes politiques, quel rôle eux-mêmes se donnent-ils à leur tour, qu'attendent-ils de nous? Voici entre autres les questions qui sont au menu de ce politique, le débat ce soir. Docteur Konaté, universitaire, homme politique malien, nous commençons par vous. Qu'est-ce qu'un homme politique tant sur le plan du droit que sur le plan de la morale? Merci. Une question simple en apparence, c'est compliqué au fond. Et, écoutez, ça me rappelle un commentaire de Joey Hickman sur les hommes politiques en parlant du métier qu'ils exercent. Il a dit: le métier du politicien est bien dur. La moitié de sa réputation est salie par le mensonge et l'autre moitié par la vérité. Félicitations. Ouais. Alors, il est difficile de définir l'homme politique. Du point de vue du droit, il n'y a pas de définition consacrée. Mais à partir des textes qui régissent la vie politique, en tant que vie des organisations, des hommes qui participent à la conquête et à l'exercice du pouvoir, donc on pourrait définir un homme politique comme étant cet homme qui a pour mission, qui se donne pour mission principale de participer à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Et, du point de vue de la morale, ça va plus loin que ça. Et ça participe à la définition étymologique même de la politique, qui est l'art de bien gouverner. Voilà, une cité, donc un pays, une ville, etc. Donc, tous ceux qui prennent part au débat, au processus de décision,
visant à mieux gérer les affaires publiques sont des hommes politiques. Donc de ce point de vue-là, les hauts fonctionnaires de l'État qui participent à la préparation des projets de loi, des projets de décrets, sont des hommes politiques, de ce point de vue-là. Et les journalistes qui sont spécialistes des questions politiques sont des hommes politiques, de ce point de vue-là. Carrément. Carrément. D'accord. Et les imams qui, dans leurs khutbahs, leurs sermons, discutent des faits de société, critiquent et proposent des méthodes de mieux gouverner, sont des hommes politiques de ce point de vue-là. Donc on pourrait même dire que, du point de vue de la morale, tout citoyen doit être un homme politique. Tout citoyen doit être un homme politique. Parce que tout citoyen doit s'intéresser à la gouvernance de ces affaires collectives, des affaires publiques. D'accord. Mesdames, Messieurs, notre quatrième invité vient d'arriver dans le studio. Il avait été pris dans un petit bouchon. Dieu merci. La route nous donne notre invité. Il s'agit du docteur Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques. Il est auteur de la thèse de doctorat, la contribution des partis politiques de l'Afrique noire francophone à la gouvernance démocratique à partir des exemples du Mali et du Sénégal. Docteur Camara, bonsoir et bienvenue. Merci pour cette invitation et je m'excuse pour ce petit retard. Ça arrive des fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est en moi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Camara, vous êtes philosophe, vous êtes homme politique. En plus de ces définitions que vient de nous donner Dr Konaté sur l'homme politique, tant sur le plan du droit que sur le plan de la morale, on voit qu'entre les deux, il y a un autre concept que nous entendons le plus souvent, la réelle politique. Qu'est-ce que c'est et est-ce que les Maliens comprennent en fait cette réelle politique-là? Merci, M. Dissa. Avant d'intervenir sur la réelle politique, je voudrais dire deux mots sur la politique et sur l'homme politique. Vous savez, l'homme, à la différence des animaux, est doué de raison. Il est doté d'intelligence. Il réfléchit sur la nature, sur la société et sur les idées, n'est-ce pas, qu'il conçoit au quotidien. Et c'est ce qui fait que l'homme a conçu tout au long de l'histoire un ensemble de méthodes, de moyens, de stratégies qui puissent permettre alors aux uns et aux autres de vivre dans une communauté de façon intelligente. C'est un philosophe grec, Aristote, qui le dit: l'homme est un animal politique. Un animal politique en ce sens que c'est un être qui vit en société, en communauté. Le mot, n'est-ce pas, français politique, vient de polis, P-O-L-I-S, n'est-ce pas? Alors qui a la même origine que police, P-O-L-I-C-E, n'est-ce pas? Alors, les deux renvoient à la cité. L'une renvoie à la gestion de la cité, la politique, et l'autre, n'est-ce pas, c'est un corps qui veille sur les citoyens, c'est-à-dire les habitants de la cité. Donc, de ce point de vue, il est clair que les hommes, partout où ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, sur le globe, alors ont réussi à créer un cadre ou un modèle d'organisation sociale, politique, économique, culturel, moral et religieux, sur la base, n'est-ce pas, de laquelle organisation ils arrivent à faire cohabiter le faible et le fort, l'intelligent et le moins intelligent, pour ne pas dire stupide, n'est-ce pas, etc., etc. Donc bref, alors la politique conçue et perçue de cette façon-là est une chose heureuse, c'est une chose utile et c'est une chose alors à laquelle est invité les âmes nobles. Et d'ailleurs, Platon, n'est-ce pas, pour citer notre philosophe, dit que la politique est tellement affaire sérieuse qu'il faudrait avoir une certaine capacité de compréhension des phénomènes, à savoir la capacité de prévoyance
n'est-ce pas, et également la capacité de clairvoyance pour véritablement être appelés à gouverner les hommes. Les mots ne cesseront pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir. Ou que par une grâce divine, les chefs des cités ne se mettent à philosopher véritablement. Merci pour cette belle citation. Okay. Et il faut que les philosophes deviennent rois ou que les rois apprennent à philosopher véritablement. C'est ça. Donc, pour être le bon, effectivement. Donc, c'est vous dire simplement que le mépris, le discrédit, n'est-ce pas, le rejet et l'anathème qui est jeté sur la classe politique, en fait, je ne dirais pas que ça relève d'une certaine bassesse intellectuelle, mais je dirais tout simplement que c'est lié à une certaine incompréhension, n'est-ce pas, de la chose politique et de la noblesse qui représente la chose politique et de la noblesse, n'est-ce pas, des hommes politiques eux-mêmes. Donc, pour parler de la réelle politique, dans cette même logique, la gestion des hommes, quand on veut gouverner les hommes, il y a ce qu'on appelle l'idéal. Et c'est l'idéal qui est toujours recherché. N'est-ce pas? Les idéaux majeurs qui sont connus dans toutes les sociétés, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la bonté, c'est la beauté, etc. Donc, au fond, tout le monde voudrait que tout le monde soit bon, que toutes les choses soient belles, que la justice règne partout entre les humains, que, n'est-ce pas, tout marche comme sur des roulettes. Mais il est clair que la société, c'est les bons et les méchants. C'est alors les vertueux et les filous. C'est, n'est-ce pas, la grandeur et la bassesse, il y a tout là-dedans. Donc, ce qui fait que quand on gouverne les hommes, on est obligé de regarder la réalité en face. Et vous me permettrez, n'est-ce pas, je termine sur ce point, de voir que quand on observe l'évolution, n'est-ce pas, de l'humanité, à chaque époque historique, il y a eu un type d'État, n'est-ce pas, spécifique. Par exemple, dans la société esclavagiste, il y avait un État esclavagiste. Donc, il y avait des hommes politiques, effectivement, qui professaient la supériorité de l'homme par rapport à l'homme. Et dans la société médiévale, féodale, il y avait un État féodal, n'est-ce pas, moyenâgeux, qui était intolérant à toute idée, n'est-ce pas, contraire à la religion, contraire au culte, contraire, n'est-ce pas, au divin. Et, n'est-ce pas, dans la société bourgeoise, il y a un État bourgeois. Dans la société capitaliste, il y a un État capitaliste, etc., etc. Donc, c'est vous dire simplement que la réelle politique, là, est liée au simple fait que ceux qui nous gouvernent sont obligés, au-delà, n'est-ce pas, des grandes ambitions, des grandes déclarations, et également, n'est-ce pas, des idéaux qui peuvent alors animer n'importe quel acteur politique, ils sont obligés de regarder la réalité en face et, n'est-ce pas, de chercher à apporter les éléments de solution qui sont à leur disposition, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins fondamentaux de la communauté. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, la politique, l'homme politique également, tant sur le plan du droit que sur le plan de la morale, et la politique et l'homme politique en face de la réalité, les défis de la réalité, quand on prend tout ça et on en fait une seule boule, un seul composé, et vous aujourd'hui, quel est votre regard justement sur la classe politique malienne en tenant compte de tout ce qui a été défini par Dr Konaté et M. Camara? Effectivement, c'est quand même... déjà, je pense que Dr Konaté et Camara ont déjà pointé le décor. C'est ce qui devrait être le rôle et comme on appelle les attributs de l'homme politique, de ce qu'est réalité, mais on comprend très bien que ce n'est pas une activité où on peut considérer comme étant une corporation. Déjà, elle est ouverte à tout le monde, à tous les êtres humains, à tous ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'apporter leur contribution dans le sens de l'intérêt général. Donc on a bien parlé ici, il a parlé de l'espace, du temps, de la communauté et puis de l'humanité et de cette politique qu'il faudrait que l'on puisse mettre en œuvre pour que les gens puissent vivre ensemble. Parce que c'est ça le problème, c'est que chez nous ici au Mali, et quand on fait le constat, on voit que nous n'avons pas réussi à créer ce lien moral qui permet à tout un chacun dans un élan de solidarité à épouser, à avoir la capacité d'épouser les causes de l'autre.
Et c'est dans cette démarche-là qu'on se retrouve dans un État uni, dans un pays uni, où les gens vont se retrouver sous l'essentiel, en défendant des grands principes qui peuvent permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'accomplir, et en ayant bien entendu le souci du long terme. Donc malheureusement, nous sommes ici aujourd'hui, au Mali, on voit ce qui se passe. Le problème est déplacé. On amène souvent les tirs nourris sur l'homme politique de peut-être son incapacité à pouvoir régler les problèmes, ceux qui sont réels aujourd'hui dans notre pays, de cette question de lien moral dont je viens de citer, et que notre vivre ensemble qui a été mis en difficulté, impossible de pouvoir trouver aujourd'hui un consensus et puis une base sur laquelle les gens pourraient au moins accepter d'être gouvernés ou en tout cas de pouvoir vivre dans un état, dans la paix et dans la solidarité. Donc l'homme politique, on peut donner toutes les explications qu'on voudrait, on pourrait également traiter l'homme politique de tout ce qu'on veut, mais la réalité c'est qu'elle-même, surtout le cas du Mali, lui-même, disons l'homme politique, n'est peut-être que le reflet de son peuple, que le reflet de la société. Parce qu'aujourd'hui, on oublie de mentionner l'état dans lequel se trouve notre pays, l'état de dépravation, la condition difficile, l'hostilité de la vie, l'inaccessibilité des citoyens vers les services sociaux de base, c'est-à-dire cette rupture entre l'État et les citoyens, qui n'est pas un problème malien, mais qui est un problème africain, voire sous-régional, mais au-delà de la sous-région, de toute l'Afrique aujourd'hui, où quand on observe la situation de façon vraiment lucide, on peut se poser beaucoup de questions, parce que ça ramène à nous poser énormément de questions sur la nature des États qu'on a mis dans nos États, de cette qu'on peut même qualifier de malformation congénitale de nos structures étatiques, de l'osséature de gouvernance que nous avons installée qui est incapable de répondre aux préoccupations essentielles des citoyens. Donc on le voit à tous les niveaux. Ça s'explique par le fait qu'au service public, pour y accéder, les usagers ne sont pas traités de la même manière, soit ça entraîne la corruption, ça entraîne le népotisme. On voit également que le traitement est réservé aux citoyens dans leur propre pays, même pour obtenir des documents d'identification pose des problèmes. Donc on voit l'écart, la différence ou la rupture qu'il y a entre les gouvernés et le gouvernant, et l'homme politique se doit en ce moment d'inventer ou de proposer des projets qui puissent fédérer une immense majorité en vue de résoudre ces problèmes. Donc nous n'avons pas réussi à faire cela aujourd'hui parce que le problème est plus au-delà de l'homme politique. C'est une question de l'administration malienne, c'est une question de fonctionnement des structures de l'État malien d'une manière générale et de l'Afrique. Donc aujourd'hui, le débat doit être ouvert pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur, de sortir des petites observations qui ne peuvent pas être la cause réelle de ce que nous connaissons aujourd'hui au Mali. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Et je pense que pour pouvoir y parvenir, il va falloir que les gens comprennent qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui d'autres solutions que l'homme politique. Parce que c'est les seuls critères qui permettent quand même de gouverner. Sinon, je ne sais pas en fonction de quelle manière ou des rapports de force, s'il faut aller sur des tours de force pour imposer une gouvernance à l'autre côté. Et vous ne verrez que de l'hostilité, de l'agressivité et même aller jusqu'à la guerre civile à ce rythme-là. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne à nos fondements et de comprendre qu'il faut un compromis, une démocratie, une liberté, le droit des gens à prendre leur position, à les assumer, dans une contradiction ouverte et respectée. D'accord. Alors, docteur Camara, vous êtes auteur d'une thèse très intéressante sur la classe politique au Mali et au Sénégal et leur apport dans la démocratie, dans la gouvernance. Depuis un bon moment, on entend dire que les citoyens maliens n'ont pas confiance en l'homme politique malien. Alors, est-ce à tort ou est-ce à raison de toute la façon? Pourquoi, selon vous? Oui, je rejoins un peu mes prédécesseurs, mes co-débatteurs, par rapport à cette question. Ce n'est pas un cas malien, c'est un cas quasi mondial, parce qu'il y a ce qu'on appelle la territorialisation des partis politiques aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir juste avec un slogan politique, tel a été le cas en France de Macron qui est arrivé là par ce slogan politique, la République en marche. Alors aujourd'hui, quand vous parlez de comment on appelle cette expression homme politique, il me paraît très intéressant d'abord de faire ce qu'on appelle
ce débat en sciences politiques, je veux dire, homme politique, c'est être sacré. Et de l'autre côté, nous avons le concept politique qui est un concept polysémique à la fois et aussi un concept androgyne. Cela m'amène à dire tout simplement que c'est très important de parler du concept politique, mais qui est un concept tellement large et tellement trop flou, parce que mon collègue Konaté a parlé que toute personne qui s'intéresse à gouverner, à gérer la vie politique au plus haut sommet de l'État est un homme politique. Mais dans le sens d'un autre auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Norbert Elias, il dit tout le monde ne doit pas être un homme politique. Cela permet aussi d'aller très loin, depuis la Grèce antique, qui a été dit par mon collègue et camarade Aristote, dit faire de la politique, c'est d'assurer l'intérêt collectif, c'est d'assurer le bien-être des citoyens. Or, tout le monde n'est pas fait, tout le monde n'a pas la capacité d'assurer le bien-être des citoyens. Et Norbert Elias vient encore dire qu'il faut séparer les deux espaces. Dans un État, il y a ce qu'on appelle l'espace civil, qui est dirigé, animé par les gens qui n'ont pas vocation à briquer un mandat électif. Ils sont qui? C'est les associations et les syndicats. Leur mission, c'est de défendre ce qu'on appelle, définition, les missions des syndicats et des associations, c'est uniquement défendre les intérêts de leur corporation. Or, l'homme politique, quelle est sa mission? Sa mission, c'est de défendre l'intérêt général et de participer à la vie politique. Quand vous posez cette question à nos hommes politiques au Mali, en Afrique, partout dans le monde, qu'est-ce qu'un homme? Quel est le rôle d'un homme politique et quel est le rôle des partis politiques? Ils vont vous dire que les partis politiques ont pour mission, c'est conquérir et exercer le pouvoir. Cette définition me semble très légère et très minimaliste. Il faut aller encore très loin par un autre auteur américain qui est très célèbre en termes de fonction, système et typologie des partis politiques, qui s'appelle Merton King, qui dit que les partis politiques ont des fonctions, théorie fonctionnaliste. Les fonctions manifestes et les fonctions latentes. Les fonctions manifestes veut dire tout simplement que les partis politiques doivent d'abord éduquer politiquement les citoyens. Mais malheureusement, dans la charte des partis politiques du Mali, on parle de l'éducation des militants. Or, tout le monde n'est pas militant. Donc, il faut élargir cette question-là. La définition juridique des hommes politiques ou des hommes politiques ou les partis politiques ne me satisfait pas trop. Ce qui me satisfait, c'est la doctrine en sciences politiques qui fait intervenir ce qu'on appelle quelques éléments pour pouvoir comprendre l'importance de l'homme politique dans une société. C'est-à-dire il faut interroger d'abord la définition des partis politiques, il faut interroger la typologie des partis politiques, il faut interroger le système des partis politiques. Est-ce que dans notre pays, au Mali, est-ce que cette définition ou ce système des partis politiques, la typologie des partis politiques est réellement en phase avec la finalité que nous cherchons, c'est-à-dire l'accès facile aux services sociaux de base? Je m'inscris en faux par rapport à cette réponse. Donc il faudrait aller très loin par rapport à la qualification. D'abord, l'homme est cet être sacré. Dans toutes les constitutions du monde, on va vous dire, le premier ou le deuxième article vont vous dire que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et les politiques, c'est lui qui doit diriger, mais tout le monde ne doit pas être homme politique. Donc il faut séparer les espaces, les deux espaces, espace politique et espace civil. Et en ce moment, vous allez voir que dans les deux espaces, les porteurs d'uniforme ne sont ni dans l'espace civil et ils ne sont ni dans l'espace politique. Leur rôle, c'est pour ça qu'on dit qu'elle c'est la grande miette. La grande miette ne veut pas dire qu'elle ne doit pas s'exprimer. Oui, elle doit s'exprimer, mais elle ne doit pas. Son expression doit être ce qu'on appelle une expression, ce qu'on appelle impartiale, c'est-à-dire la neutralité dans le cadre de la vision, dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique. Mais aussi, si vous voyez que ces hommes politiques-là interviennent dans l'espace politique très souvent chez nous au Mali, parce que tout simplement, on ne sait pas réellement au Mali qui est homme politique et qui est l'homme de la société civile. Il y a des gens qui sont tantôt ils ont la coloration de la société civile, tantôt ils ont la coloration des hommes politiques. Donc il faut forcément la séparation de ces deux espaces-là et cela va permettre ce qu'on appelle les porteurs d'uniforme vraiment de regagner les casernes. Mais il ne faut pas pour autant oublier que les porteurs d'uniforme aussi peuvent participer à la gouvernance politique dans les champs d'un autre auteur, Maurice Debré, qui parle de compromis. Mais il faut que ça soit ce qu'on appelle des compromis réels, c'est-à-dire des compromis dans le sens de la sauvegarde de l'intérêt général. D'accord. Alors, docteur Konaté, nous allons parler d'une notion qui est chère en politique, la représentativité. Et nous sommes dans un contexte malien qui est quand même dominé par, on peut dire, l'absence totale de représentativité du peuple. Nous avons un chef d'État qui n'est pas élu, donc qui ne représente pas le peuple malien.
Nous avons des députés, entre guillemets, qui ne représentent pas le peuple malien parce qu'ils n'ont pas été élus. Nous avons alors des maires dont le mandat dépassé depuis 10 ans pratiquement pour certains. Alors, du coup, une classe politique qui ne représente aucun peuple, elle-même, elle représente quoi au juste? Alors, si vous permettez, je voudrais dire un mot avant de répondre à cette question, en complément à ce que mon collègue universitaire vient de dire. Je pense quelque part, il admet, s'il veut séparer l'homme politique du citoyen, il faut simplifier comme ça pour tout le monde, ce que quelque part, il veut circonscrire l'activité de l'homme politique à la gouvernance de l'État, à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Dans cette conquête, il y a beaucoup d'autres sous-activités, éducation, sensibilisation, etc. Oui. Et au Mali, c'est effectivement dans ce sens que le commun des mortels comprend, identifie l'homme politique, celui-là qui participe à la conquête du pouvoir. Et d'après son vécu, et ça il faut l'admettre, la plupart qui ont brigué son suffrage n'ont pas été à la hauteur des promesses faites. L'ont dessus. Au lieu de gouverner dans l'intérêt général, ils constatent que la plupart ont gouverné dans l'intérêt personnel, partisan. D'où le désamour entre lui et cet homme politique. Et ce que je voudrais dire à ces citoyens, qui est dans la plupart des cas au Mali et musulmans, c'est que au Mali, ce n'est pas parce que la plupart des voleurs, des ivrognes, des violeurs sont des musulmans qu'il s'est résolu à dire que le musulman est mauvais. Ou qu'il n'est pas bon d'être musulman. Là-bas, il se donne la peine de faire la part des choses. De ce que l'islam professe, enseigne, et de ce que les musulmans font. Donc je voudrais lui rappeler de faire le même distinguo, de pratiquer la même vertu s'agissant de l'homme politique. Donc, de les juger au cas par cas. Est-ce que tous les hommes politiques sont mauvais? La réponse est non. Est-ce que même le sens de l'homme politique qu'on vient tous de décliner est quelque chose de négatif? Non. La politique est-elle une mauvaise science? Non, en soi. Mais oui, la plupart de ceux qui la pratiquent chez nous la dévoient, la pervertissent. Donc, quand il parviendra à comprendre ça, il va se dire, alors, pour changer les choses, il faut que plus de vertueux rentrent dans la politique. Absolument. Et que lui-même qui les critique, qu'il vienne dans la politique. Pour renforcer le camp des vertueux. C'est comme ça que le changement politique va être amené. Et pour terminer, ce que j'ai dit en parlant de la morale, du sens de la morale, de la définition de la morale, qui cherche à enseigner à l'homme ce qu'il doit être. Pas ce qu'il est, ce qu'il doit être. Oui, je pense que tout citoyen doit être un homme politique. Oui, je comprends que tout citoyen n'est pas apte à gouverner. Je parle pas de la part des choses. On peut être politique et ne pas aspirer à gouverner. Donc, être politique dans le sens de s'intéresser à la chose publique, à la vie publique, d'en discuter, d'en débattre, de proposer ses idées, même si nous sommes une association de la société civile, même si on est un citoyen tout court, même si on est un journaliste, même si on est ceci. Donc, tout citoyen doit, du point de vue de la morale, devenir un homme politique dans ce sens. D'accord? S'impliquer politiquement. D'ailleurs, il doit voter. En allant voter avec sa carte, il participe même à la conquête du pouvoir. Pas pour lui, mais pour quelqu'un. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Donc, quelque part, que l'on veuille ou pas, même ceux qui ne vont pas voter, quelque part, ils font de la politique. C'est une forme d'expression par rapport à ce qui est fait en son nom. Donc, le mieux, c'est vraiment de chercher
à faire la part des choses et de se donner comme mission de renforcer le camp des politiques vertueux et non pas la hérésie politique ou les ériacres politiciens. Bref, je reviens à ta question de la représentativité. C'est très difficile parce que nous sommes dans un régime d'exception. C'est un pouvoir confisqué. Ce n'est pas un secret. Personne ne le nie. D'accord? C'est un fait. Et donc le gouvernement qui est mis en place par ce régime, les conseillers qui sont choisis pour jouer le rôle de députés, évidemment ne peuvent pas être représentatifs d'un tel régime. C'est antinomique, c'est contre nature. Donc pour une représentativité du peuple malien, parce qu'il faut d'abord expliquer pourquoi c'est important de se sentir représenté par ce gouvernement. Parce que certains pensent que ce n'est pas important. Il suffit qu'on ait quelqu'un, quel pouvoir, et puis bon, qui nous promette de faire ce qu'on souhaite. Mais nous n'avons pas voté pour lui. Il y en a qui pensent que l'élection n'est même pas importante. Mais quand vous creusez, pourquoi ils disent cela? Vous verrez qu'à l'origine, c'est toujours la déception de ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas l'élection, quand vous leur expliquez ce que c'est qu'une élection en soi, qui les dérange. Pour caricaturer au Mali, on n'a presque pas eu de vraies élections depuis 1992. Et pour caricaturer, pour faire simple. À cause de toutes les pratiques de corruption, les achats de conscience, etc., et puis les tripatouages, tout ce que vous savez. Donc quand vous avez devant vous quelqu'un qui se dit votre chef et engager les autres en votre nom, et que vous ne vous sentez pas lié par cet engagement, et que le programme qu'il porte ne vous parle pas, et la façon dont il a même accédé à ce pouvoir vous semble indigne, évidemment que vous n'allez pas avoir confiance en ce qu'il fait. Et cette personne, parce qu'il ne voudra presque rien, est tentée, parce que le problème c'est une tentation en soi, de faire ce qui l'arrange lui seul. Donc finalement, on a l'habillage de l'élection, alors qu'au fond, on a une imposition. Donc il faut dire aux citoyens que pour qu'ils soient représentés, il faut une bonne élection. Il n'y a pas d'élection parfaite, on le sait. Mais il faut accepter la meilleure élection possible. D'accord? Avec le moins de contestations possible. D'accord. Donc ça, c'est nécessaire pour bâtir la confiance entre lui-même et ses représentants et pour pouvoir renforcer la légitimité des décisions qui seront prises dans son nom et leur efficacité en apportant son concours dans la gestion sur le terrain. Donc la représentativité, pour que le Mali aujourd'hui puisse la réussir, il faut qu'on aille à une élection. Il n'y a pas d'autre alternative. D'accord. Donc il faut que dans un délai raisonnable, le pouvoir actuel se résolve à aller à une élection raisonnablement acceptable pour tous. Et cela va renforcer bien sûr la légitimité des institutions, mais aussi montrer que le peuple a encore une chance de dicter lui-même la direction, la vision qui lui semble la meilleure pour son avenir et pour sa génération. Et justement, il se trouve qu'au sein de ce peuple-là, dans son opinion, alors il y a deux grands courants. Il y a de ce peuple-là qui ne veut même pas entendre parler d'élection, et il y a de l'autre, ce peuple-là qui ne veut rien entendre que l'élection aussi. Alors, homme politique, vous êtes dans un tel contexte. Alors, quel regard portez-vous alors sur cette problématique de tenir aujourd'hui les élections en tenant compte de cette réalité du terrain? Un peuple divisé en deux, une branche qui veut des élections, l'autre qui ne veut même pas entendre parler. Et surtout, l'autre question aussi, qui vaut une classe politique qui ne représente aucun peuple. Parce que c'est ce qui est là aujourd'hui, c'est un fait. Monsieur Kamal. Merci beaucoup, M. Dissa. En fait, beaucoup de choses ont été dites, et d'ailleurs, je dirais même des choses fort intéressantes. Ce qui fait le grand plaisir de débattre sur ce plateau-là, c'est qu'au moins, les gens s'écoutent. Ouais. Et c'est extrêmement important. Parce que quand on s'écoute,
on se comprend. La question de la représentativité qui a été posée, en soi, est une problématique. Mais cette problématique-là, si on veut la simplifier, alors on la mettra sur deux pieds. Le premier pilier de cette représentativité, j'allais dire sur deux piliers. Alors le premier pilier, c'est la légitimité. La légitimité des institutions, la légitimité des hommes et des femmes qui représentent ces institutions, la légitimité des actes, des attitudes, des discours, n'est-ce pas, qui sont prononcés. Et l'autre pilier, c'est la légalité. Alors la légalité, c'est-à-dire la conformité au texte. Maintenant, il est clair que d'un point de vue strictement positif, c'est-à-dire en s'inscrivant dans le cadre du droit positif sans être juriste, je me hasarderai, n'est-ce pas, alors avec l'indulgence des juristes sur ce terrain-là, la légalité semble primer sur la légitimité. Et la légalité confère la légitimité. Lorsqu'un pouvoir, fut-il usurpé entre guillemets, est reconnu légalement, c'est-à-dire investi par ceux qui ont, par les institutions qui ont la charge d'investir ce pouvoir-là, alors il acquiert du coup une certaine légalité. Et cette légalité-là lui confère, de mon point de vue, c'est peut-être discutable, une certaine légitimité. Mais au-delà de cette légalité juridique et de cette légitimité formelle, le plus important, c'est la représentativité des hommes et des femmes qui, de mon point de vue, agissent en notre nom. Les décisions qu'ils prennent, les actions, n'est-ce pas, qu'ils posent, sont-ils, oui ou non, en conformité avec l'intérêt général? Si oui, alors quelque part, on peut se satisfaire, n'est-ce pas, de cette gouvernance, même si, n'est-ce pas, alors elle peut manquer alors d'un pilier, n'est-ce pas, qui, bien entendu, aurait été un plus si, bien entendu, ce pilier-là était aussi pris en charge. Mais le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, de mon point de vue, c'est que la classe politique, elle a péché parce que le rôle éminent qui devrait être l'éducation des masses, la formation des citoyens, l'encadrement des militants, et la question du militantisme est une question essentielle, n'est-ce pas, dans notre pays. Et ce n'est pas pour jeter des fleurs à mon voisin d'en face. Je crois que le seul parti qui, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire demain que j'ai ignoré leurs efforts, mais le seul parti que j'ai connu qui formait ses militants, c'est le SADI. Et la question du militantisme est une question essentielle. Parce que le militant, quand il est formé, le militant à un certain niveau, c'est un homme ou une femme qui est capable de prendre des armes au péril de sa vie pour défendre son idéal, pour défendre les valeurs pour lesquelles il a décidé, n'est-ce pas, de se sacrifier dans l'intérêt, dans le sens de l'intérêt général. Mais il se trouve qu'au fond, pendant, n'est-ce pas, plusieurs décennies, les leaders politiques ont fait l'économie de la formation des masses, de l'encadrement des populations et également, n'est-ce pas, de la prise en charge des militants. Et cela pose quel problème? Ça pose le problème que la politique est devenue un gagne-pain.
Quand dans un pays, les gens, n'est-ce pas, se disent que pour être milliardaire, il vaut mieux faire de la politique que de créer des entreprises, de créer des emplois, de créer de la richesse, ou quand les gens pensent qu'il faut, les plus brillants, pensent qu'il faut être fonctionnaire de haut niveau pour être milliardaire, que, n'est-ce pas, d'utiliser leurs compétences acquises, leur bagage intellectuel pour créer des choses, pour inventer, pour innover, afin, n'est-ce pas, de créer de la richesse, alors là, ça pose sérieusement un problème. Donc, ce qui fait que, n'est-ce pas, la politique est devenue non seulement un gagne-pain, mais un moyen facile de s'enrichir dans notre pays. Et là, c'est un sérieux problème. Alors, un autre problème est que, n'est-ce pas, on pense que la politique permet de dédouaner de tout. Une fois que, n'est-ce pas, on a la casquette d'homme politique, on peut se permettre beaucoup de choses sous le couvert d'homme politique. Et quand les gens sentent que, n'est-ce pas, alors ils peuvent être inquiétés sur tel ou tel sujet, ils se cachent derrière, n'est-ce pas, la casquette politique en faisant croire que c'est parce qu'ils sont des hommes politiques qui sont persécutés à cause de leurs idées. C'est des choses qui arrivent. Mais je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas. Voilà, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais une chose est certaine. Le hiatus qu'il y a entre la classe politique et, n'est-ce pas, ses dirigeants est fondamentalement lié au fait que les dirigeants n'ont pas fait, n'est-ce pas, de la formation, de l'encadrement des populations une priorité essentielle. Et en démocratie, il y a un aspect que tout le monde doit prendre en compte. Rapidement, je termine sur ça. C'est l'éducation même, la qualité de l'éducation. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de prendre comme initiative, comme réforme, comme, n'est-ce pas, refondation. Voilà, c'est le mot, n'est-ce pas, qui est en vogue maintenant, la refondation. Si au fond, cela n'est pas adossé à un système éducatif cohérent, structuré, qui forme des jeunes esprits suffisamment compétents, capables d'appréhender, n'est-ce pas, la réalité et de se déterminer en toute connaissance de cause et librement par rapport à eux-mêmes, par rapport aux décisions, par rapport à leurs leaders, je crois que nous passons à côté de la plaque. Et, n'est-ce pas, le dernier mot, c'est que même, n'est-ce pas, toutes les organisations auxquelles alors nous sommes en train d'adhérer, si nous ne prenons pas en charge l'éducation et la formation de notre jeunesse, soyez sûrs que les Maliens vont devenir alors des serfs, pas des esclaves, mais des serfs sur la terre de leurs ancêtres. Que Dieu nous en garde. Amin Arabi. Vous aurez la parole tout à l'heure, docteur Konaté. Monsieur Bokoum, alors vous aurez compris que vous êtes le seul non-enseignant autour de ce plateau. En fait, tous les trois sont des enseignants. Ça parle beaucoup. C'est vrai. Tous les trois sont des enseignants. Tous les trois sont des enseignants. C'est vrai. Ok. Alors, monsieur Bokoum, au regard de tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui urge aujourd'hui selon vous? La légalité, la légitimité. Parce que vous savez, c'est intéressant. Camarade dit que c'est discutable. Certes, c'est discutable. Mais il faut aussi se poser la question de savoir que vaut une légalité obtenue dans l'illégalité. Parce que ça, c'est extrêmement important. Parce que pour que une légalité puisse être conférée, c'est-à-dire puisse conférer de la légitimité, il faudrait que vous accédez à cette légalité de façon légale. Parce qu'on le rappelle que la loi elle-même, c'est une faible tentative humaine de restaurer l'honnêteté, l'intégrité et en tout cas un minimum d'honnêteté. C'est ça la loi. C'est cette traduction que l'être humain tente de faire pour au moins restaurer ça, ce minimum. Et dans cette faible tentative, voilà, que si vous voulez accéder à cette légalité en enfreignant la loi, eh bien, on a des questions à se poser sur l'intégrité et l'honnêteté ou du tout de la crédibilité de cette légitimité. Ça, c'est une remarque que je voulais apporter à cette situation que nous connaissons aujourd'hui au Mali, parce que il est évident
que la question de la représentativité, Robert, au Mali, du conseiller municipal jusqu'au chef de l'État, personne n'est élu. Et c'est un drame pour un pays. Multiples confessions, avec des ethnies différentes, des régions différentes. S'il ne faut pas trouver un compromis, si aucun Malien n'arrive pas à penser qu'il faut forcément un compromis pour pouvoir gouverner dans la pérennité, eh bien les gens se mettront les doigts dans l'œil. Parce qu'à aucun moment on ne réussira à gouverner ce pays comme, je ne sais pas, c'est Napoléon qui le disait, qu'on n'a jamais réussi à gouverner une société par la force au quotidien et sur la durée. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Donc il faut qu'ils reviennent à l'évidence, qu'ils comprennent que ceux qui sont pour les élections, vous l'avez dit ici, ceux qui ne sont pas pour les élections, mais comment nous séparer? Si on ne veut pas la guerre, c'est de se parler, c'est de trouver un compromis, c'est de trouver les voies et moyens par lesquels on peut au moins installer un minimum de confiance entre les Maliens pour pouvoir maintenir ce vivre ensemble. Parce que personne ne peut imposer sa volonté à l'autre par la force. Et donc, pour éviter cela aujourd'hui, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait 5 ans qu'on s'installe dans la force à demeure ici en République du Mali, où tout est gouverné par la force, où tout ce qu'on dit doit être contrôlé, où si vous dites ce qui n'est pas, en tout cas ce qui ne plaît pas à ceux qui tiennent lieu du pouvoir, eh bien on vous enferme. On ne peut pas gouverner un pays comme ça si on veut la paix. Donc, je ne sais pas, d'ailleurs je me suis un peu emporté la question, c'était par rapport aux urgences. Aux urgences. Eh bien, c'est les urgences, c'est pour revenir là-dessus, les urgences, c'est exactement là où je voulais en venir tout en oubliant la question, que les urgences, c'est bien la paix, Robert. Et on a parlé, je vous ai suivi l'autre jour dans votre émission, vous avez posé la question de sécurité et développement. On a dit qu'il ne peut pas y avoir le développement sans la sécurité ou la sécurité, comme la question stupide qui consiste à dire entre la poule et l'œuf qui est le plus. Donc en réalité, en répondant à cela, on fait aussi, il faut pas répondre de façon stupide. En fait, la sécurité et le développement, on ne peut pas les obtenir. Il n'y a pas l'un, l'autre n'est pas, ne dépend pas de l'un ou de l'autre directement. Il faut la paix d'abord. C'est la paix qui produit la sécurité. La sécurité produit la garantie des investissements et la garantie des investissements produisent le développement. Vous ne pouvez pas sauter du jour au lendemain pour vouloir imposer. On n'impose pas la paix. Non. Elle ne se décrète pas. Et le vivre ensemble ne se décrète pas. Il n'y a rien au monde qui puisse être imposé à un peuple où on n'a même pas réussi à former déjà une nation compacte et puis solide. On veut l'imposer par la force. Ils feront ce qu'ils veulent. Ils vont imposer leur volonté à d'autres. Mais ça ne pourra jamais régler les problèmes du Mali parce que le problème est profond. C'est une question de respect de l'autre, de la dignité de l'autre, de l'honneur de l'autre. On ne peut pas gouverner en humiliant les gens en longueur de journée et ne pas s'attendre à des représailles et à des rancunes ou à des règlements de compte. Donc si aujourd'hui, dans le souci de l'intérêt général, comme on l'a dit, l'homme politique, c'est de prendre en compte l'intérêt général. Les urgences nationales sont incluses dans ces intérêts nationaux et l'obligation de devoir, c'est-à-dire de notre capacité aujourd'hui à régler la question de paix, nous impose à tous une certaine attitude vis-à-vis de l'autre. Donc tout ceci, pour parler de l'homme politique, de ceux qui gouvernent, que ce soit de l'administration, que ce soit de la police, aujourd'hui on se rend compte que le problème n'est pas l'homme politique, parce que 5 ans que l'homme politique n'est pas là, c'est l'armée qui est à la commande. Et nous avons une administration aujourd'hui qui gère les affaires et on se rend compte, même ceux qui ont pris le pouvoir se rendent compte qu'il y a un problème aussi au niveau de l'administration, que la justice est aujourd'hui incapable de nous protéger. Elle est incapable. Robert, la justice, ce n'est pas pour réprimer seulement. Son rôle est de protéger nos droits les plus élémentaires, de protéger les faibles et de faire en sorte que les gens puissent évoluer dans un environnement sécurisé sur le plan du droit. Mais qu'en est-il de la situation? Donc, moi, à mon avis, pour que l'on puisse aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une autre urgence que le respect de l'homme aujourd'hui en République du Mali, le respect et la dignité des gens, la transparence dans la gestion des affaires publiques
et la redevabilité envers les citoyens que nous sommes. Et ça, ce sont les urgences qui vont décanter toutes les autres situations qu'on pense être urgentes. Parce que les gens pensent que la sécurité, elle est urgente. On ne peut pas régler la sécurité sans régler le problème de l'humain. Parce que nous sommes à la base de tout. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord. Alors, docteur Camara, vous êtes observateur de la classe politique. Je ne cesserai de le dire, tant au Mali qu'au Sénégal. Mais quand vous regardez le contexte malien aujourd'hui, depuis 5 ans, il vient de le dire quand même, quelles sont selon vous les difficultés auxquelles les hommes politiques sont confrontés au Mali et quels sont les grands défis qui restent posés à eux selon vous? Vous savez, comme on dirait, il n'y a pas de contradiction entre nous, mon cher. Au fait, je n'ai jamais jeté la pierre sur les partis politiques. Je pense que ce sont les acteurs clés, comme lui parlait, comme Max Weber. Les enfants de la démocratie, c'est les partis politiques. Aujourd'hui, l'urgence, ça a été dit par mon collègue Bokoum. Aujourd'hui, on a parlé de la légitimité, mais il faudrait poser la question de savoir il s'agit de quel type de légitimité que nous avons besoin. Nous avons besoin aujourd'hui d'aller vers ce qu'on appelle la légitimité rationnelle, c'est-à-dire les élections en démocratie. Comment l'obtenir, cette légitimité rationnelle-là? Il faut que les uns et les autres se retrouvent. Il faut créer les autres, ceux qui sont plus au sommet de l'État, créer ce qu'on appelle ce climat de confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers l'organisation des élections inclusives, crédibles et transparentes. Nous sommes, le système politique que nous avons hérité depuis 1992 est un système politique que nous n'avons pas pu profiter de ce système politique-là. C'est ce système politique-là qui a permis à tous les grands États du monde de se développer, c'est-à-dire la démocratie représentative. Le problème d'insécurité au Mali, tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est tout simplement la malgouvernance. Le problème au centre, le problème au nord, ce n'est pas le fait des hommes politiques. Le Mali a tout le temps dirigé par ce tripartite, c'est-à-dire les partis politiques, les porteurs d'uniformes et la société civile. On n'a jamais eu un gouvernement. L'exécutif Mali a tout le temps été composé de ça. Le problème, il ne faut pas jeter la pierre uniquement sur les partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une république. Il faut que les uns et les autres se rappellent de ce que de la république. Elle est très importante. Ça veut dire tout simplement, elle a deux moteurs. Le premier moteur de la république, dans le sens de Montesquieu, c'est la compétence et la vertu. Le second moteur de la République, c'est la justice. C'est la légalité, le principe de l'égalité. Il faut qu'on aille vers le principe de l'égalité. Le principe légal accès aux citoyens, aux services sociaux de base. Ce sont les défis à mettre en place. Et la question de la gouvernance locale n'a jamais été... On a transféré, comme on appelle les compétences, mais on n'a pas transféré les ressources. Les deux ressources. Il s'agit des ressources humaines et les ressources financières. Quand vous voyez le centre du Mali, aujourd'hui, parce que c'est l'une des parties du Mali les plus pauvres. Les djihadistes ne pourraient jamais s'installer dans la région des Cailles pour simplement parce que ce sont les habitants des Cailles, en tout cas pas dans la ville des Cailles, dans l'environnement des Cailles, ont pu au moins se prendre en charge par rapport à la gestion de certaines choses. Donc aujourd'hui, les fondamentaux, c'est tout simplement que ceux qui sont à la tête de l'État du Mali créent un climat de confiance. Ce climat de confiance, c'est de retrouver tout le monde pour que nous puissions parler par rapport aux perspectives. Les perspectives, c'est d'aller tout de suite, c'est urgent d'aller vers l'organisation des élections inclusives, transparentes, pluralistes, qui n'ont jamais été organisées au Mali. Et dans la sous-région, celui qui pourrait créer ce climat de confiance entre nous, les citoyens maliens, c'est tout simplement le chef de l'État. Tout ceux qui pourra créer ce climat de confiance entre nous, la société civile, la classe politique et les Maliens qui sont à l'exil. Pourquoi ne pas créer des conditions pour qu'ils puissent revenir, pour que nous, ensemble, nous, Maliens, nous puissions aller vers l'organisation, le dénouement total de notre système démocratique. Parce qu'il faut, quand vous regardez depuis les années 92 à aujourd'hui, le système politique qui est la démocratie représentative, elle n'a jamais été appliquée. Les gens parlent aujourd'hui dans la rue, sur les plateaux de télé, partout on parle. Quand on parle de la démocratie, certains pensent que la démocratie, elle est occidentale. Elle n'est pas occidentale. Les principes de la démocratie sont universels. La liberté d'expression, la liberté d'association ne sont pas français, ne sont pas allemands. Ces principes-là sont universels. Donc, les porteurs d'uniforme, leur place, ce n'est pas de rester au sommet de l'État. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est pour ça que je disais tout de suite sur ces plateaux que tout le monde n'est pas fait pour gouverner. C'est la gouvernance, elle est axée
sur la vertu. Il faut des hommes vertueux, des hommes qui sont désintéressés, qui ne sont pas intéressés pour chercher de l'emploi à leurs proches ou à leurs amis, mais les hommes qui sont intéressés uniquement pour la sauvegarde de l'intérêt général. Le jour que nous aurons ces hommes à la tête de notre État, nous sortirons de toute forme de coup d'État ou toutes sortes d'instabilité. Donc c'est ça le défi à relever aussi. Il y a des obstacles institutionnels, mais il faut briser ces obstacles institutionnels-là pour que nous ayons vers ce qu'on appelle à la recherche des hommes désintéressés. C'est pour ce que je pense aujourd'hui. Nous avons les hommes de valeur, nous avons les hommes de qualité dans ce pays-là, au Mali et dans la diaspora, qui peuvent le faire. Donc il faut permettre à tout le monde, à tous les citoyens maliens de s'exprimer, de donner ce qu'on appelle, ce qu'ils pensent, qui pensent le meilleur pour notre pays. D'accord. Alors nous demanderons à la rédaction de bien vouloir accorder 3 minutes à chacun pour un dernier tour. Ça va faire seulement 5 minutes. 4 fois 3, ça fait 5. On est d'accord. Alors donc, docteur Konaté, oui, c'est fini. Hein. On a bousé 1 heure de temps en 2 tours de table. Et donc, du coup, je commence par vous, docteur Konaté. Alors, sur cette question qui est une question plateau, sur un plan purement politique, qu'est-ce que vous attendez tous de l'année 2025 ? 3 minutes chacun. Vraiment, j'avais plus à dire hein, sur... Écoutez, mais rapidement, il faut quand même que je dise quelque chose parce qu'on a touché au droit positif. En 3 minutes, vous avez. Voilà, c'est trop peu. Et ce que je veux dire, c'est que... D'abord, il y a eu 2 phases de notre transition. C'est 2 phases qui ne se valent pas sur le plan de la représentativité. Alors, la première, ça a commencé en septembre, avec la Constitution nationale, l'adoption de la charte de la transition, 1er octobre. Et je pense que cette phase, oui, il y a eu une légitimation, j'allais dire populaire, du changement du régime. On peut même dire que l'émanation même est à la base populaire, parce que c'était un mouvement d'insurrection populaire. Donc on pouvait évidemment accepter, comprendre que cette première phase de la transition avait bel et bien une représentativité, ne serait-ce que relative. Très clair. Maintenant, la deuxième phase qui a commencé par un coup d'État, c'est ça, le 24 mai 2021, ce n'est pas, je pense que c'est incontestable. C'est un putsch, pour parler en termes de sciences politiques. C'est ce qui est arrivé. Alors, le droit ne peut pas, ou l'interprète du droit n'a aucune légitimité de positiver ou de légitimer une violation de la loi. Voilà. Donc s'il fait ça, bon, cette décision reste vicieuse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, pour résumer, nous sommes dans un état d'exception. Je dis ça comme ça. Voilà, chacun peut comprendre ce que ça veut dire. Et ça a des contraintes. Donc, maintenant, pour que cette seconde phase, pour nous d'ailleurs, qui était terminée depuis le 26 mars, mais ça c'est le détail, on va pas rentrer dans ça, mais pour que les décisions puissent être jugées légitimes, il faut que ces grandes décisions fassent l'objet de concertation. Et ça, on en a de moins en moins. Et celles qui ont été organisées, malheureusement, n'ont pas été bien managées. Donc nous avons des insuffisances à corriger, même pour préserver une certaine représentativité avant la fin de cet état d'exception. Voilà. Maintenant, pour venir à ta question. Il a vraiment 1 minute. Non, j'ai pas fait 2 minutes. Hein. J'ai fait non, j'ai pas fait 2 minutes. Vous en avez fait déjà 3. Ah, non, pas du tout. Alors, je reviens. Alors, qu'est-ce que j'attends de l'année 2025 ? Pour faire simple, 1, il faut travailler à une union sacrée des Maliens, à travers une démarche inclusive à l'endroit de tous les principaux acteurs de la vie publique. 2, il faut travailler à sensibiliser la population sur le bilan des 4 dernières années. Et 3, il faut, dans l'année 2025, qu'on travaille à l'organisation au moins de l'élection présidentielle. Ces 3 choses sont liées. D'accord ? Union sacrée, parce que le pays, malheureusement, n'est pas encore sorti de l'auberge. On vient même de quitter la CEDEAO, donc le problème s'amoncelle. Il faut qu'on soit ensemble. 2, les bilans, oui, il y a des choses qu'on a promis,
malheureusement qu'on n'a pas pu tenir, on va expliquer. Maintenant, pour sortir, ou bien pour alléger les problèmes, les défis qui nous attendent, sensibiliser les populations, il faut qu'on aille à une élection présidentielle en 2025. Merci, docteur Konaté. Merci, je suis désolé. Monsieur Camara, qu'attendez-vous de 2025 sur un plan purement politique? Bon, je vais essayer d'être bref. Sinon, j'avais également des choses à dire. C'est trop Parce que le débat, malheureusement, le débat est très intéressant et c'est toujours agréable d'échanger avec des esprits d'un certain niveau. Et je dis ça, je vais vous dire une chose. Il faudrait que chacun de nous comprenne que personne n'a décidé de faire de l'autre malien, quoi. Je n'ai pas tellement compris. Bon, si vous voulez que je m'exprime autrement, Dieu n'a demandé à personne la permission de créer son semblable qui est malien comme lui. Ah, d'accord. Au Mali. Partageant le même espace, vivant au même moment et, n'est-ce pas, ayant les mêmes contraintes et également, n'est-ce pas, les mêmes réalités. Si nous nous sommes retrouvés là, nous devons comprendre que il y a une force au-dessus de nos têtes qui a voulu ça. Et chacun doit avoir l'humilité de comprendre que nos ancêtres ont suffisamment travaillé sur le plan culturel. Cette année a été décrétée année de la culture. Sur le plan des valeurs, pour qu'il y ait entre nous une saine et heureuse cohabitation. Ce pays a été agréable, hein? Très agréable. À des moments. On n'avait pas, n'est-ce pas, la fortune des États-Unis, mais on avait la paix, on avait la sécurité, on avait l'entente, on avait la cordialité. Moi, quand je prenais ma voiture pour aller à Noro, je me sens fatigué. Le premier hameau ou le premier village où je me sens fatigué, je m'arrête là-bas. Je me sens comme chez moi. Partout, oui. Alors, je ne pouvais pas me permettre de passer au bord, n'est-ce pas, du goudron. Voilà. Voyant un compatriote qui veut m'accompagner, qui va dans ma direction, sans m'arrêter et le prendre, sans me poser des questions. Mais aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Tout le monde vit, n'est-ce pas, dans une certaine hantise. Et c'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont évoqué alors la question, n'est-ce pas, de la paix, qui, de mon point de vue, constitue la question fondamentale. Il faut restaurer la paix. Cette paix, il faut la restaurer par le dialogue. Il y a eu le dialogue intermalien. Il y a en cours, n'est-ce pas, la charte, la rédaction de la charte pour la paix, la sécurité, alors, et, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Mais tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être dit pour que la paix revienne, n'est-ce pas, à la maison, il faut que chacun de nous s'engage dans cette dynamique-là. D'accord. Et un dernier point, je voudrais que l'ensemble des Maliens, même ceux qui sont en indélicatesse avec la justice, qui ne sont pas, qui n'ont pas, dont les mains ne sont pas entachées par le sang des Maliens, qu'on puisse leur permettre de retourner ces œuvres. Et que de manière sereine, civilisée, n'est-ce pas, civilisée en lien avec la cité, qu'ils puissent s'expliquer. D'accord. Et que, n'est-ce pas, nous puissions, alors, comme dans une grande famille, nous retrouver et bâtir notre pays. Merci, monsieur Camara. Monsieur Bokoum, 3 minutes si on y arrive. Je vais y aller vite. D'accord. Comme dans une grande famille, je commence par la conclusion de Camara, c'est retrouver, mais serait presque impossible dans la situation actuelle du pays. Il faut être clair. Et il y a Léon Blum qui disait qu'un homme politique, soit tu te redis ou tu te contredis.
Il n'y a pas deux choix, plus de deux choix à faire. Et nous avons choisi l'option qui consiste à se redire encore, à expliquer aux gens qu'on arrête de se bluffer sur cette orientation que nous connaissons. Ça finira probablement par une guerre civile généralisée. Il n'y a pas de discussion parce que plus on le cache, plus on s'avance dangereusement vers ce désastre. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Il faudrait que les gens comprennent cela. C'est que lorsqu'on est têtu, lorsqu'on essaye de ne pas écouter l'autre, que ça bascule du jour au lendemain. Et c'est très fragile. Aujourd'hui, la situation du Mali ne peut pas avancer parce que nous parlons de la paix depuis des années. On ne nous écoute même pas. Personne n'écoute quand vous parlez de la paix au Mali. Ils n'écoutent pas parce que la paix n'arrange pas une grande partie des gens au Mali. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, même cette transition, aujourd'hui, on sait que si on fait la paix, l'armée retourne dans les casernes. Pour ceux qui... Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'armée qui est au pouvoir. On ne va pas rentrer dans ce débat qui est un peu discutable. Hein? Voilà. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que le pouvoir a été conquis par des armes et sous les épaulettes de l'armée malienne. Donc, c'est un pouvoir militaire. Et c'est reconnu et il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on n'avance pas vers la paix, en comprenant que la paix, c'est un compromis, c'est un grand compromis qui va au-delà de nos égos personnels, au-delà de nos considérations personnelles, pour voir plus loin, comme je le disais, le souci du long terme. C'est-à-dire comment on peut trouver aujourd'hui un compromis d'une manière générale pour ramener les gens sur les tables de négociation et imposer une orientation qui mène vers la paix. Si on ne fait pas cela et qu'on continue de façon aveugle à vouloir gouverner par la force, à vouloir imposer sa volonté à d'autres, parce qu'on le veuille ou pas, c'est lorsque la République échoue que des gens prennent des armes. Cela n'est de la responsabilité individuelle de personne, mais c'est une responsabilité de l'État qui, dans son rôle, dans le passé, n'a pas su se mettre au-dessus de la mêlée pour observer réellement les problèmes qui sont posés, pour essayer d'apporter une réponse crédible, une réponse sérieuse, une réponse respectable. On a dit, on le redit encore, et je le réaffirme, qu'il faut revoir plus profondément. Est-ce qu'il est possible de gouverner le Mali comme nous l'avons fait depuis 1960? Est-ce que c'est compliqué de parler de ça? Comment devrons-nous exercer le pouvoir au Mali? Quels sont les critères pour exercer le pouvoir, pour éviter les conflits de pouvoir? Il faut qu'on en discute. Quel peut être l'étendard de la crédibilité de l'homme politique? Cette base morale, cette probité, on ne demande pas à ce que les gens soient dans la perfection, mais cette base morale, l'éthique, le minimum d'éthique qui permet aux gens de pouvoir veiller sur l'intérêt général. C'est ce qui manque dans ce pays aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans une situation où il y a des ambitions, mais Robert, méfiez-vous toujours des hommes qui ont de l'ambition, qui manquent d'éthique et de crédibilité. C'est extrêmement dangereux. Et nous nous retrouvons dans ça aujourd'hui. Et il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'on crée la voie de la paix et de faire en sorte que l'on sort de ce débat de faux politiques et que les gens choisissent des vrais politiques, des gens en qui ils ont confiance, des gens qu'ils connaissent, des gens qui sont exemplaires et qui sont capables de se sacrifier pour la cause commune, pour qu'on puisse sortir de là. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Bokoum. Alors, docteur Camara, qu'attendez-vous de 2025 sur un plan purement politique? Un plan purement politique, j'ai toujours dit que la situation que nous vivons au Mali depuis plus d'une décennie, une situation d'insécurité, que la réponse n'est pas que militaire. Il faut que les uns et les autres sachent cela. Il faut, comme on dit, l'ancien président américain, Bill Clinton, dit que quand on ne gouverne plus au sommet de l'État, on doit être un gentleman agreement. Cela veut dire tout simplement que vous avez la double casquette, c'est quelqu'un qui va à la recherche du consensus, c'est aussi quelqu'un qui cherche à faire des compromis avec ses concitoyens, quelle qu'en soit la divergence qu'il y ait. Donc je pense qu'aujourd'hui au Mali, on est dans cette dynamique que le gouvernement au plus haut sommet de l'État doivent se dire tout simplement que il n'y a pas de mauvais Maliens par rapport à l'amour de son pays. Mais les gens n'ont pas la même méthode par rapport par rapport à l'exercice de leur point de vue. Donc aujourd'hui, il est temps, comme ça a été dit par mon collègue Konaté, que nous fassions l'union sacrée autour de notre Maliba.
Donc on ne peut pas le faire si les premiers pas ne sont pas annoncés par le gouvernement plus au sommet de l'État. C'est à eux aujourd'hui que la balle est dans leur camp. C'est à eux aujourd'hui de faire en sorte de créer ce climat permettant aux Maliens. Il ne faut pas que nous tombons tout le temps à qu'on appelle dialogue intermalien, dialogue inclusif. Il faut que nous ayons vers de vrais dialogues. Ces vrais dialogues n'ont jamais été liés au Mali. Vous savez, dans les grands États comme la Grande-Bretagne, là où on parle, qui a été le premier pays à donner naissance à ce régime démocratique-là, parce que le roi Jean Sartre a demandé aux gens de venir discuter avec lui, qui a donné naissance à la création du Parlement. Donc au Mali, on n'a jamais véritablement discuté entre nous Maliens. Donc celui qui peut créer ce véritable dialogue entre les Maliens aujourd'hui, il s'agit de le chef de l'État, le président Assimi Goïta, peut créer cela tout seulement en faisant un communiqué dès ce soir ou dès demain matin pour demander aux Maliens de s'unir tout simplement autour de notre Maliban. On ne pourra pas le faire sans permettre aux Maliens qui sont en exil d'opinion de revenir au Mali. On ne pourra pas le faire si on passe... Oui, et de libérer ceux qui sont en prison. Voilà. Mais ceux qui sont en prison uniquement pour des opinions, à cause de leur opinion politique. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'il est temps, même certains Maliens qui ont pris des armes, il faut discuter avec eux. Dans quelle mesure nous pourrons trouver la solution avec eux. Parce qu'il y a deux façons de mettre fin à une guerre. Soit vous anéantissez votre adversaire, ou vous demandez aux adversaires de venir autour d'une table à négocier. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé la première phase, c'est-à-dire d'anéantir nos adversaires. Donc aujourd'hui, il faut aller vers la seconde phase, c'est demander à tout le monde de venir discuter avec nous. Voilà, c'est seulement sur ce plan-là, cette méthode-là, que nous pourrons mettre en place un système démocratique permettant aux Maliens d'accéder facilement aux services sociaux de base. Merci beaucoup, docteur Camara. Malheureusement, est-ce que vous me promettez que personne ne va demander la parole? Ok, mais vraiment 30 secondes. C'est vraiment réitérer vraiment notre souhait, et je pense que c'est le souhait d'une grande majorité de Maliens aujourd'hui, de voir libérer tous les prisonniers d'opinion. D'accord. C'est très simple. Mesdames, Messieurs, c'était politique, le débat de ce soir sur le thème « Être un homme politique au Mali » aujourd'hui. Et nous étions justement avec M. Chekne Camara, président du parti la MCA, la Nation Commune Avance. Nous étions également avec M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Dr Mahamadou Amin Konaté est notre troisième invité. Il est universitaire, président du mouvement Reconstruire Bara Ni Yiroa. Et enfin, mesdames et messieurs, nous étions avec Dr Jean-François-Marie Camara, enseignant, chercheur en sciences politiques. Il est auteur de la thèse de doctorat « La contribution des partis politiques de l'Afrique noire francophone à la gouvernance démocratique à partir des exemples du Mali et du Sénégal ». Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, mais nous n'oublierons jamais que ce plateau demande le retour des uns, demande la libération des autres, demande une union sacrée des Maliens, demande la paix, la culture de la paix, demande l'éthique, la vertu et encore la paix. Merci d'avoir suivi cette émission. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme d'Africa Télévision et passez une très bonne semaine de travail. À très bientôt. Merci.